vous demandons, nous vous demandons, donc là vous avez la confirmation qu'il y a un enregistrement, nous vous demandons également, alors donc, pour les participants, de couper, de laisser les micros coupés et vos caméras coupées afin de laisser un maximum de bande passante pour garantir une présentation fluide. Mais si jamais vous avez des questions orales, n'hésitez pas à lever la main. Donc pour cela, vous pouvez le faire. Donc en allant dans le menu du bas, et vous avez une option pour lever la main. Et vous pouvez également, bien sûr, réagir à l'aide du chat et donc toutes les questions, remarques sont évoquées lors des lors des séquences de questions-réponses qui interviendront un peu à différents moments du webinaire de ce soir. Voilà. Donc, nous avons d'autres participants qui arrivent, dont Monsieur le vice-président. Bonsoir, Monsieur le vice-président. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le vice-président. Est-ce que vous voulez peut-être attendre un tout petit peu avant de prendre la parole pour un mot d'introduction? Il est 19h34, il y a encore des participants qui sont encore en train d'arriver. Si vous le voulez, on peut attendre 2 ou 3 minutes avant de commencer, si vous en êtes d'accord. Oui, on patiente encore 2-3 minutes. Oui. Et vous m'appelez Monsieur Villescas, ce sera un peu moins formel que Monsieur le vice-président. D'accord, très bien. Ça marche. C'est noté, Monsieur Villescas. Alors, bonsoir aux nouveaux participants qui viennent de nous rejoindre. Donc, pour votre information, et comme indiqué sur l'écran, la présente réunion est enregistrée. Elle aura vocation à être diffusée sur le site internet de Grand Orly Seine-Bièvre ainsi que sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez toutefois consulter, si vous le voulez, la charte relative à la prise et à la conservation de photos, vidéos, sons sur le site de Grand Orly Seine-Bièvre. Également, nous vous demandons, pour des raisons techniques, afin de libérer un maximum de bande passante et garantir la qualité et la fluidité de la présentation, de couper vos caméras, de laisser vos caméras coupées et de couper également vos micros.
Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas plus d'arrivées que ça pour le moment. Si vous le voulez, nous pouvons commencer, Monsieur Lescaz. Nous sommes 17, 16. Très bien, je vais vous proposer effectivement de commencer. Déjà, merci à toutes et tous de votre présence et puis de ceux qui nous rejoindront au cours de cette présentation. Alors, on est dans le cadre d'un webinaire, déjà parce que les circonstances nous y contraignaient. Nous étions évidemment à l'origine partis plutôt sur des réunions présentielles. Je pense que ça a aussi le mérite de favoriser la participation d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité de se déplacer en réunion en soirée. Et donc, je suis ravi de votre présence sur un sujet dont il faut bien l'avouer, quand on évoque le RLPI, ne mobilise pas forcément les foules. C'est un nom barbare, un peu technique. Même quand on explique ce qu'est le terme RLPI, c'est-à-dire le règlement local de publicité intercommunale. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, comme ça, est extrêmement attractif pour une réunion publique. Et pourtant, le RLPI, c'est un instrument extrêmement important de préservation du cadre de vie, de notre cadre de vie sur le territoire, en l'occurrence du Grand Orly-Seine-Bièvre, et des 24 communes qui le composent, et dans laquelle, j'imagine, la plupart des participants vivent aujourd'hui. Donc c'est un enjeu évidemment fort, puisque ça concerne toute la publicité et tout l'affichage publicitaire que vous retrouvez dans l'espace public, dans les rues, sur les routes, sur le mobilier urbain, sur les enseignes et les préenseignes, c'est-à-dire ce qui indique la direction vers un certain nombre d'endroits. Et notre objectif de préserver le cadre de vie, il est du coup aussi de lutter contre la prolifération des dispositifs d'affichage sauvage, pas forcément cohérents, pas forcément maîtrisés, et de les organiser avec des règles que l'on essaye d'avoir communes à l'échelle des 24 villes du territoire. Alors, on a 3 enjeux derrière ce règlement local de publicité intercommunale. Le premier, c'est celui, je le disais, de la préservation du cadre de vie, et donc de garantir un cadre de vie agréable, pas trop intrusif, qui ne nous rende pas aussi captifs d'un certain nombre de messages publicitaires, et voilà, qui a aussi cette vocation, on va dire, sanitaire, puisque l'affichage publicitaire peut aussi être une cause de l'insécurité routière, notamment sur les grandes autoroutes. Donc, il y a tout un enjeu autour de la garantie du cadre de vie. Le deuxième gros enjeu, évidemment, est celui de la qualité paysagère et de la préservation de nos espaces de vie. Évidemment, cela concerne tout particulièrement un certain nombre d'espaces, les espaces naturels par exemple, les espaces avec du patrimoine remarquable, et notre enjeu aussi de lutter contre la pollution visuelle et la pollution nocturne, avec l'affichage lumineux également, qui a besoin d'être encadré, limité parfois dans nos villes. Et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus et qu'il est donc nécessaire de pouvoir travailler. Et puis enfin, ça peut paraître parfois contradictoire. En tout cas, on a la nécessité de pouvoir peser l'équilibre dans cette réglementation avec un autre enjeu qui est celui de favoriser l'activité en lui donnant aussi une visibilité dans l'espace public. Alors, ce n'est pas totalement, évidemment, orthogonal avec les précédents enjeux, y compris parce qu'une meilleure lisibilité, une meilleure cohérence de cet affichage dans l'espace public peut permettre une meilleure attractivité aussi et une meilleure visibilité de nos entreprises. Mais c'est en tout cas un enjeu fort, la dimension économique et d'attractivité économique de notre territoire qui, là aussi, trouve à être travaillé dans cette réglementation locale.
Alors, c'est une obligation légale qui nous est faite, hein, et un certain nombre de réglementations locales, communales à ce jour dans les 24 villes vont arriver à terme et donc devenir caduques. Et donc, nous avions une obligation légale depuis quelques années d'y travailler avec, à l'été 2022, cette nouvelle réglementation qui sera à peu près mise en place. On reviendra dessus. Et puis, le Grenelle de l'environnement a naturellement apporté un certain nombre de dispositions complémentaires pour en faire un document réglementaire, mais également de planification. Et le territoire du Grand Orly-Seine-Lièvre, il travaille en fait depuis déjà 2018 avec un contexte, comme vous le savez, qui a été un peu perturbé en 2020 avec la crise sanitaire bien sûr, avec le contexte électoral également. Mais le travail ne s'est pas arrêté, notamment avec les 24 villes. Les services ont pu enrichir, alimenter de leurs connaissances, de leur propre territoire, les dispositifs d'affichage, les problématiques rencontrées dans l'espace public. Il y a eu des échanges aussi avec les acteurs qui participent de cet affichage. On peut penser par exemple aux annonceurs comme Deco, on peut penser aux grands pôles d'affichage comme autour d'Orly ou du côté de Rungis. On peut penser évidemment aussi aux commerçants et aux petites et moyennes entreprises, les commerçants qui ont pu notamment avoir aussi des temps d'échange, que ce soit au niveau des villes ou avec le territoire. Donc, c'est un enjeu qui est fort parce qu'on a une grande diversité de paysages à l'échelle du Grand Orly-Seine-Lièvre, mais on a aussi une grande variété et une grande diversité de dispositifs publicitaires avec différents règlements, avec des points noirs en termes de pollution visuelle et de sécurité routière, je le disais tout à l'heure, sur des grands axes routiers qui traversent le territoire, et donc un souci pour nous de pouvoir organiser et cadrer tout ça. Donc un enjeu paysager, un enjeu environnemental, un enjeu sanitaire, et puis un enjeu démocratique. Donc nous avons eu tous ces temps d'échange préalables, et puis il y a eu la semaine dernière une balade virtuelle, compte tenu du contexte, avec le webinaire également de ce soir pour pouvoir vous présenter un peu plus avant ces enjeux, pour pouvoir en discuter, dialoguer avec vous, répondre à vos questions. Et donc cette présentation sera animée par les services du territoire, que je remercie pour le gros travail accompli depuis plusieurs mois et depuis en réalité quelques années maintenant, et les cabinets Even Conseil et Air Public qui nous assistent dans l'animation notamment de ce soir, et à qui je passe du coup la parole pour enchaîner derrière, et on aura, je l'espère, quelque chose qui soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à intervenir, y compris dans le chat, mais je pense que Kivan ou Élise ou d'autres le préciseront dans les prochaines minutes. Merci à tous et à tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur Villascaz. Donc, bonsoir à tous. Alors, je me suis présenté en tout début de réunion, mais je vais peut-être me représenter pour les nouveaux participants. Kevin Farzani, donc, je suis donc, consultant, chef de projet chez Air Public, et donc nous accompagnons Grand Orly-Seine-Lièvre dans le cadre de l'animation de la démarche de concertation. Donc, nous travaillons en équipe avec Even Conseil, donc qui pilote, qui a été sélectionné par Grand Orly-Seine-Lièvre et qui pilote l'élaboration de ce règlement local de publicité intercommunale et qui assiste l'établissement public territorial pour l'écriture de ce règlement local de publicité intercommunale. Donc, Even Conseil, ici représenté par Élise Haroche, et également autour de cette table virtuelle, j'ai envie de dire, Louise Geoffroy, donc consultante chez Air Public et qui co-anime la présente réunion. Et bien sûr, également présent à cette table, Sébastien Langtin, donc, chef de projet RLPI à Grand Orly-Seine-Lièvre, et François Favard, donc responsable. J'oublie l'intitulé global du titre. Vous avez un titre un peu long, monsieur Favard. Directeur de la stratégie territoriale et environnementale. Voilà, très bien. C'est un peu long, en effet. Comme ça, c'est fait. Merci en tout cas de participer à la présente réunion donc virtuelle
au vu du contexte sanitaire, mais ceci n'empêche pas de participer, puisque là, pour le moment, nous sommes 17 à la présente réunion. Très rapidement, vous brossez le déroulé de la réunion de ce soir, qui devrait se terminer au plus tard à 21h. L'idée, c'est que dans un premier temps, on vous rappelle, peut-être certains ne connaissent pas, hein, tout à l'heure, M. Vélescaz a un peu parlé de cet acronyme, hein, RLPI, qui peut paraître un peu étrange pour certains, mais voilà, l'idée est un peu de vous représenter un peu ce qu'est un règlement local de publicité intercommunal, ses principes, les définitions, son contenu, comment est-ce qu'il est élaboré. Ensuite, on va vous présenter les orientations et le règlement. Donc, quels sont ces objectifs, les types de règles, la définition des règles par zone, également la délimitation des différentes zones, puisque vous verrez en fonction des orientations, et également de par sa nature, notre territoire, eh bien, ne peut pas avoir une réglementation uniforme en matière de publicité, hein, il y a différents secteurs en jeu. Vous le verrez avec des secteurs plutôt résidentiels, d'autres avec des activités économiques, d'autres assez particuliers puisqu'ils concernent les infrastructures de transport. Je ne vous cite pas l'aéroport d'Orly, entre autres. Mais voilà, c'est un peu le propos qu'a introduit M. Villescaz et nous rentrerons un peu plus en détail dans le cadre de la présentation. Nous irons un peu plus loin sur ces aspects-là, avec également des petites visites de territoire, hein, donc, pour un peu que vous imprégniez bien également des secteurs en jeu. Et donc, cela sera animé par Sébastien Rampin. Ensuite, chaque séquence de questions-réponses voilà, sera suivie. Voilà, chaque séquence de la présentation sera suivie d'un temps de questions-réponses. Donc, très rapidement, pour revenir un peu sur la démarche RLPI, alors, règlement local de publicité intercommunal. Donc, déjà, le règlement, il y a une portée réglementaire. Hein, donc, l'idée est de donner un cadre pour concilier préservation du patrimoine et du paysage et visibilité économique des acteurs économiques. La dimension locale, hein, donc pour préciser la réglementation nationale au contexte local. La publicité, c'est quoi? C'est 3 types de dispositifs, j'y reviendrai tout de suite après. Les publicités, les prix-enseignes, c'est les enseignes, et la pertinence de l'échelle intercommunale, bien sûr, pour élargir toute la réflexion et harmoniser le traitement des dispositifs de publicité sur l'ensemble du territoire. Donc, pour revenir un peu sur les définitions du RLPI, donc, je vous disais, il y a 3 grands types de dispositifs réglementés. Il y a les publicités, qui sont des dispositifs destinés à informer le public ou à attirer son attention sous plusieurs formats. Elle peut être scellée au sol, sur mobilier urbain, mural. Vous avez également les préenseignes, qui sont des dispositifs qui signalent la proximité d'un bâtiment où s'exerce une activité déterminée, comme vous pouvez voir sur l'illustration. Et vous avez également les enseignes, qui sont des dispositifs situés sur l'unité foncière, dans la parcelle, où s'exerce l'activité signalée. Voilà, ce sont les 3 grands types de dispositifs qui sont réglementés dans le cadre du RLPI. Alors, ensuite, en matière de contenu, le RLPI comprend un rapport de présentation, donc c'est un état des lieux, pour faire simple, qui permet également d'identifier des enjeux et ensuite des stratégies. Et donc, ces enjeux stratégies sont notamment précisés dans ce qu'on appelle des orientations et objectifs qui sont débattus en conseil territorial. Et ces orientations et objectifs vont être d'une certaine manière traduits dans un règlement littéral qui permettra de délimiter les zones de publicité, les dispositions générales applicables à toutes les zones pour les publicités et les enseignes, les dispositions spécifiques à chaque zone pour les publicités et les enseignes. Et ensuite, une fois que nous avons le règlement littéral, nous avons la déclinaison réglementaire de la stratégie, et donc avec des annexes, un plan de zonage, le périmètre de protection complémentaire à d'autres réglementations, le périmètre des arrêtés municipaux d'agglomération. Pour venir un peu donc, aux grandes étapes, hein, j'y passe également rapidement puisque ça reprend un peu le contenu
de la diapositive précédente, vous avez une première phase qui consiste en fait à dresser un état des lieux de la publicité au sein du territoire et à définir des objectifs avec les orientations. Vous avez un volet réglementaire qui permet de délimiter les zones de publicité et les règles applicables. À l'issue de cela, alors nous sommes en ce moment en fin de phase réglementaire, nous approchons de la phase d'arrêt du projet. Donc bientôt, le stylo va être levé. Et une fois que ce stylo sera levé, il y aura une phase d'enquête publique, à la fois à destination des personnes publiques associées, c'est-à-dire les services de l'État, les départements, donc du Val-de-Marne et de l'Essonne, hein, puisque le territoire est à cheval sur 2 départements, les communes et territoires voisins, ainsi que, et par la suite, le public seront consultés une dernière fois sur la base d'un document finalisé. Et enfin, une fois que tout cela sera passé, le RLPI, le règlement local de publicité intercommunale, sera approuvé et entrera en vigueur et remplacera donc l'ensemble des RLP communaux existants ainsi que de la réglementation nationale pour les communes n'ayant pas de RLP communal. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Bielescaz pour justement présenter les grandes orientations du futur RLPI. Donc, à vous la parole. Ou à Sébastien. Non, c'est bien moi qui prend la main sur ce moment-ci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, les orientations du futur RLPI, elles ont été débattues par tous les élus du conseil de territoire et certains conseils municipaux. Les conseils municipaux ont aussi été invités à en débattre et certains conseils municipaux l'ont fait. Parmi ces grands objectifs qui est un peu, excusez-moi, la feuille de route que les élus donnent pour construire ce document, la première grande orientation, c'est de réduire la pollution visuelle, notamment sur des secteurs où ont été identifiés une concentration très importante de dispositifs, en général de très grandes dimensions, qui ont tendance à saturer l'espace et à en perdre la lisibilité, comme on peut le voir là. Le deuxième grand enjeu, c'est de valoriser les paysages naturels et urbains, et notamment les secteurs patrimoniaux, particulièrement ceux qui sont protégés sur notre territoire. On a un territoire qui s'articule avec un jeu de vallées, vallée de la Seine, vallée de l'Orge, vallée de l'Yvette, vallée de la Bièvre, et un jeu de plateaux, et on a un certain nombre de vues qui se dégagent. Et bien sûr, l'histoire de l'urbanisation de chaque ville a créé des ambiances urbaines particulières. L'idée de ce RLPI, c'est qu'on puisse adapter et éviter que les secteurs les plus valorisés soient détériorés par la présence d'un trop plein de publicité. Troisième grande orientation, c'est de travailler plutôt sur les axes et notamment les entrées du territoire. La publicité, notamment, se concentre en général le long des grands axes routiers, particulièrement là où il peut y avoir de la saturation routière. L'idée, c'est à l'échelle du territoire de pouvoir avoir une réglementation qui permet de valoriser ces axes en faisant baisser la pression publicitaire tout en garantissant une visibilité pour les différents acteurs économiques. Autre grand enjeu, c'est de conforter l'attractivité économique et commerciale du territoire. On est un territoire riche de plus de 50 000 établissements économiques, avec donc des besoins importants pour se faire connaître sur le territoire. L'idée aussi du RLPI et l'enjeu qui a été identifié, c'est de pouvoir aussi valoriser les commerces de proximité en proposant une réglementation dynamique, notamment sur tout ce qui va concerner les enseignes en centre-ville. Enfin, dernier grande orientation, c'est de contrôler le développement des nouvelles formes d'affichage. On pense particulièrement ici à la publicité aux enseignes
numériques qui ont tendance à énormément se développer sur le territoire et qui, en dehors de la pollution publicitaire classique, posent d'autres problèmes dans le cadre notamment d'une meilleure sobriété énergétique, mais aussi de pollution visuelle et pollution lumineuse qui se manifeste particulièrement la nuit. En fait, la publicité numérique participe à une ambiance lumineuse la nuit qui est assez importante et qui entraîne de nombreuses perturbations au niveau environnemental, particulièrement au niveau de la faune. C'est pour ça que notamment les oiseaux ont tendance à piailler très tôt le matin, ou aussi à perturber la photosynthèse des plantes. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir contrôler le développement de ces nouvelles formes d'affichage dans une optique de sobriété énergétique et aussi d'apporter une pierre à la transition écologique auquel on va être tous soumis ces prochaines années. Alors, pourquoi le règlement ? Pourquoi un règlement? L'idée, c'est de pouvoir donc traduire de manière très opérationnelle les grandes orientations qui ont donc été définies par les élus afin d'organiser par grande zone toutes les dispositions qui vont s'appliquer à des dispositifs qui ont des caractéristiques similaires. Cette traduction réglementaire, elle va agir sur les formats, elle va agir sur les modes d'implantation, elle va agir sur la densité des dispositifs et elle va se traduire à la fois dans un document écrit qui va délimiter zone par zone des dispositions générales et des dispositions propres à chaque zone, et un règlement graphique, également appelé donc zonage, qui délimite sur un plan les différentes zones. On fonctionne ici un petit peu comme un plan local d'urbanisme finalement, même si bien sûr on ne parle pas des mêmes aspects. Alors, en tout, il y a plus de 19 types de dispositifs qui peuvent être réglementés dans le cadre du RLPI, notamment tous les dispositifs sur mobilier urbain, puisque un certain nombre de mobiliers urbains peuvent recevoir de la publicité, comme les abribus, les marque-porte-drapeaux, les colonnes porte-affiches, et bien sûr les enseignes. Et il y a 7 grandes familles de règles qui sont réglementées, des règles d'interdiction, des règles de densité, où on va pouvoir mettre notamment des règles d'interdistance entre les dispositifs pour les espacer, des règles de surface, particulièrement pour les enseignes, afin de garder une proportion harmonieuse entre les enseignes et la devanture commerciale, des règles d'implantation sur une parcelle, notamment pour éviter qu'un panneau puisse boucher une baie, des règles de hauteur, particulièrement pour les enseignes en toiture, et enfin des règles de luminance qui vont réglementer si ce n'est l'intensité lumineuse dans un premier temps, au moins une plage d'extinction nocturne obligatoire pour tous les dispositifs. Alors, 10 zones ont été identifiées qui permettent de répondre à ces orientations générales. On voit ici le plan de zonage qui s'affiche et qui permet de vous montrer, alors bien sûr, on n'a pas zoomé dessus puisqu'on a 24 communes, donc il faudrait faire 24 zooms. On donne juste un plan global ce soir, mais ce sera consultable sur le site internet de l'EPT. Et donc, 3 grandes zones qui reprennent les orientations précédentes. Une zone de protection absolue de la publicité, c'est la zone ZP0 pour les secteurs paysagers, pardon pour le côté un peu bataille navale pour le nom des zones. Une zone qui est propre aux centralités commerçantes, qui est la zone ZP1, qui va notamment permettre de concilier commerce de proximité, visibilité et conforter l'attractivité commerciale des centres-villes de proximité. Les zones résidentielles, où là on est plutôt dans une perspective d'apaiser ces secteurs et de ne pas les exposer à aucune publicité. Un secteur propre aux axes, la ZP3 avec 2 grands secteurs qui s'occupent des axes routiers majeurs, ce qu'on disait tout à l'heure sur les entrées de territoire, et des axes routiers secondaires, dont l'objectif du RLPI est de les apaiser avec un matériel publicitaire moins prégnant.
Un zonage qui est propre à nos zones d'activité. On a de nombreux, c'est toutes les zones violettes que vous pouvez voir sur le territoire. Vous voyez elles ont une ampleur très importante sur notre territoire, avec des zones d'activité un peu particulières comme le marché d'intérêt national de Rungis. Là, le RLPI va essayer de conforter la visibilité qu'on a en droit d'attendre, enfin que les acteurs économiques sont en droit d'attendre sur ces secteurs-ci, tout en essayant de les qualifier, de s'adapter au mieux à leur mode de fonctionnement. Enfin, une zone qui est propre aux grandes infrastructures de transport en commun, au sens large du terme, hein, avec une zone qui est propre au domaine public ferroviaire et une zone qui est propre à l'aéroport de Paris-Orly, qui légalement bénéficie de dispositions dérogatoires à la réglementation nationale, comme les grands aéroports du pays. Et ça, bien sûr, c'est prévu et encadré par la loi. Merci Sébastien. Donc, si vous avez d'ores et déjà quelques questions un peu sur ce qui vient d'être présenté, notamment sur les divisions en zones et un peu sur la démarche d'élaboration du RLPI, n'hésitez pas. Vous avez le chat. Donc, il n'y a pas eu de questions. Ah. Alors, non, il n'y a pas de questions pour le moment. Pour en parler sur cette partie. Donc, je vous laisse peut-être 1 à 2 minutes. Vous pouvez également intervenir à l'oral si vous le désirez. Si vous voulez intervenir à l'oral, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. Mais l'idée étant que, voilà, on vous demande de lever la main. Ce sera quand même plus simple. On vous demande de lever la main de manière virtuelle. Pas de questions qui a été posée. S'il n'y a pas de questions, je ne vois aucune. Alors, donc, il y a une remarque plus qu'une question qui a été formulée. À Villeneuve-Saint-Georges, nous ne sommes pas favorables à l'acceptation des publicités numériques dans l'hypercentre, l'hypermarché, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que c'est dans le périmètre de conservation. Oui, puisque la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Oui, bonsoir monsieur. Excusez-moi, Marc Lécuyer. Bonsoir à tous. Je préfère parler parce que c'est peut-être plus simple de s'exprimer de manière orale. Oui, on n'est pas vraiment favorable à la publicité, j'appellerais ça numérique, c'est-à-dire dans des devantures de commerce, notamment kebab, notamment commerce, je dirais, cash and carry, hein, Liga Mobile, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui ont tendance de plus en plus à développer la publicité numérique, c'est-à-dire qu'on s'est battu bec et ongle pour éviter que figurent sur les devantures, par exemple, des bouteilles d'alcool, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on voit un début de publicité numérique sur des écrans quasi géants, avec par exemple un kebab qui tranche la viande. C'est la même vidéo qui est en boucle toutes les 30 secondes, ça reboucle, etc. etc. C'est extrêmement agressif, extrêmement agressif. C'est pas valorisant. On a un hypercentre qui est très proche de bâtiments qui sont sous la conservation des bâtiments de France, puisqu'on a l'église de Saint-Georges qui est classée. Ce genre de publicité, même si c'est un centre commercial, est tellement agressive que je me pose la question s'il faut qu'on l'accepte, même dans les centres commerciaux, enfin dans les centres-villes de communes. Alors, merci beaucoup, monsieur Lécuyer. Donc, plusieurs éléments. Alors, déjà, on va revenir un peu plus loin dans le cadre de la présentation sur les dispositions en matière de gestion des dispositifs numériques. Je rajoute juste, c'est sur les zones ZP hein, dont on parle. Hein. D'accord. Et d'autre part, alors, pour réagir un peu à votre propos, peut-être, avant de rentrer plus dans le vif de la présentation du règlement, il me semble qu'il y a quand même un point important à savoir, c'est ces dispositifs numériques. Hein, on parlait
l'avenir de dispositifs numériques et pas lumineux, c'est bien ça, hein. Monsieur Lécuyer? Alors, oui. Je vais un petit peu plus loin parce qu'on parle de dispositifs numériques. Effectivement, je parle bien écran plasma ou LED 4K, etc., qui sont dans les vitrines ou à l'intérieur. sur, je dirais, alors, des fois à l'intérieur, des fois sur le pignon, mais avec un habillage extérieur. Mais ça peut être également quelque chose d'agressif extérieurement. Ça peut être une projection. Alors, ça, je ne l'ai pas en exemple, mais on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui s'achète un vidéoprojecteur et qui projette sur le sol une image. On pourrait imaginer quelqu'un qui a un kebab qui tourne en forme de drapeau illuminé H24, notamment la nuit. On pourrait imaginer tout un tas de dispositifs divers et variés qui soient très agressifs et que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons rester dans du commerce traditionnel, dans des enseignes traditionnelles, et éviter d'agresser visuellement, que ce soit le passant, je dirais celui qui fait du transit par la ville, parce qu'il y a quand même aussi, on a une nationale, hein, donc il y a du transit. Voilà. J'espère que vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre ma préoccupation. Alors, je me permets juste de rebondir. La préoccupation posée par M. Lécuyer est par ailleurs une préoccupation qui a pu être abordée, soulevée par d'autres villes. Le sujet du contrôle du développement de ces nouvelles formes d'affichage, et notamment dans le cas que vous évoquez, le fait de contrôler le développement de l'affichage numérique sur les enseignes, sur les publicités, a été un enjeu particulièrement regardé, avec toujours ce souci d'essayer d'aller le plus loin possible dans la définition d'un cadre commun à l'échelle des 24 communes. Je pense que d'ailleurs, la slide qui a mis en avant le fait que nous avions 10 zonages montre que nous n'avons pas démultiplié le nombre de zonages, par exemple, avoir 24 zonages qui correspondraient à 24 villes, mais grosso modo, cette idée qu'il fallait simplifier au maximum pour qu'elle soit aussi compréhensible de l'extérieur et puis que nous soyons plus cohérents. Et donc, l'affichage numérique dans la zone ZP1, pour la reprendre, qui est la zone des centres-villes, est évidemment un enjeu pour nous pour encadrer l'implantation de ce type de dispositif d'affichage numérique, de micro-affichage. Aujourd'hui, cette zone n'autorise les dispositifs numériques que sur les mobiliers urbains, puisque seuls ces derniers sont de fait autorisés dans la zone ZP1. Derrière, ce cadre commun rend possible, c'est la base de départ, rend possible le travail des communes sur les conventions de mobilier urbain qui, pour le coup, restent à la main des communes. Et chaque commune, évidemment, peut se retrouver sur un positionnement soit proche de celui que vous venez d'exprimer pour Villeneuve-Saint-Georges, soit proche d'autres villes qui, elles, peuvent considérer qu'à un moment donné, ce type d'affichage peut, à contrario, accompagner une meilleure visibilité ou rendre plus propre un certain nombre d'affichages dans l'espace public. C'est un choix que les communes ensuite font en discrétion par rapport à leur propre choix politique à travers les conventions de mobilier urbain. Et en tout cas, la réglementation sur la zone ZP1, elle n'autorise ces dispositifs que sur les mobiliers urbains. Et à partir de là, les communes font le choix ou pas, dans les conventions qu'elles maîtrisent de mobilier urbain, de le limiter strictement, un peu moins ou pas. Voilà, et de donner ce cadre en limitant les formats à 2 mètres carrés, c'est ce qui a été choisi, si on doit techniquement le dire. Donc, vous pourrez tout à fait, à Villeneuve-Saint-Georges, comme dans d'autres villes, imposer directement avec le concessionnaire, lors de la signature de la convention ou en avenantant la convention qui peut d'ores et déjà exister sur le sujet. Alors, donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Monsieur Lécuyer.
votre remarque, mais en tout cas, on partage totalement le souci et la préoccupation, et donc on a essayé de permettre… Je résume par oral, hein, donc globalement, dès lors qu'on est en zone ZP1, l'affichage numérique dans la devanture d'une boutique ne sera pas toléré. On est d'accord. Merci. Monsieur Lafond. Oui, pardon, bonsoir. Oui, juste par rapport à ce débat, je pense qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas identifier le type de commerçant ou le type comment dire, de commerçants par rapport à la nature de leur activité. La réglementation s'applique pour tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une zone, vous devez, quelle que soit votre activité, quel que soit votre commerce, vous devez respecter la réglementation de la zone telle qu'elle a été définie. Parce que j'entendais parler d'un type d'activité, on ne peut absolument pas réglementer par rapport à un type d'activité. Il faut que ce soit bien clair. On parle bien de zone géographique, et que dans cette zone géographique, quel que soit le type d'activité, les mêmes règles s'appliquent à tous. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser, donc Gilles Lafond, élu à l'urbanisme à Villejuif. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Merci, monsieur Lafond. Peut-être pour rebondir sur l'intervention de monsieur Lafond, il a tout à fait raison. C'est une précaution qu'on n'a pas forcément rappelée au début de notre réunion. Mais c'est vrai que le règlement local de publicité, il s'attache surtout au support. Il ne s'attache pas du tout au fond de la publicité. Donc, de manière très large, on ne peut pas interdire, à l'exception bien sûr des publicités pour le tabac qui sont réglementées depuis la loi E20. Pour le reste des publicités, c'est totalement libre, ou des enseignes aussi. Voilà, on n'a pas le droit d'interdire des publicités qui vanteraient certaines pâtes à tartiner, par exemple, très caloriques, ou aux abords des écoles, par exemple, ou des publicités à connotation sexiste ou autre. On s'attache vraiment uniquement à la forme, et donc comme l'a dit monsieur Lafond, ça s'applique vraiment à l'ensemble des dispositifs de la même forme sans s'occuper du fond. Par contre, si dans le fond d'une publicité, il y a un élément qui est susceptible de compromettre l'ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes mœurs, etc., là, on rentre dans le cadre des pouvoirs de police du maire qui a le droit d'intervenir pour interdire, dans ces cas-là, sur cette base de police générale, ces éléments. Merci. Sébastien, vous évoquiez plus la liberté d'opinion, quand Gilles Lafond évoquait vraiment la liberté de commerce et l'égalité devant la loi. Oui. On ne peut pas très simplement discriminer un commerce par rapport à un autre et effectivement décliner la réglementation selon le type de commerce. C'est évidemment pas comme ça que les choses peuvent se faire aujourd'hui, fort heureusement, et que donc il y a de ce point de vue-là un cadre global qui s'applique à tout le monde et ensuite des réglementations plus spécifiques qui peuvent être affinées dans le cadre de la loi, évidemment, par les pouvoirs de police du maire. Merci, monsieur Villescas pour cette précision. Merci Sébastien pour ces éléments de réponse. Je prends également une question donc, de monsieur Vitas qui s'interroge, qui dit qu'à propos de la publicité numérique, il a observé aussi des camions publicitaires diffusant des vidéos publicitaires en ville et sur la 6B. Donc, ce sont des dispositifs mobiles, si je comprends bien. Y a-t-il une réglementation spécifique à ce sujet, étant donné que cela représente un danger énorme pour la circulation, dans la mesure où les conducteurs sont sérieusement distraits, car leur regard peut être véritablement captivé par ce véhicule. Donc, le RLPI, en résumé, peut-il réglementer les dispositifs mobiles ? En fait, le RLPI ne peut pas les réglementer parce qu'ils sont réglementés directement par la loi, en fait. Ces véhicules, ils sont réglementés directement par le Code de l'environnement, notamment sur, voilà, ça permet aussi de réguler la publicité qui est présente sur les taxis, sur les véhicules des artisans, etc. Donc c'est hors RLPI, c'est vraiment le Code de l'environnement qui s'applique de manière souveraine. Il n'y a pas de modulation
local, en fait, sur cette réglementation, compte tenu du fait que, par définition, le véhicule est mobile. Merci, merci Sébastien pour ces précisions. Je propose que l'on passe peut-être à la suite de la présentation, donc, et entrer dans le vif du sujet et parler des dispositions réglementaires propres à chaque zone. Donc, Élise, je te laisse maintenant prendre la parole sur cette partie, à commencer par la ZP0, donc, qui concerne les secteurs paysagers et patrimoniaux. Oui, merci Kiban, bonsoir à tous. Oui, là, pour cette partie, on est vraiment dans le dur du RLP, puisque je vais décliner zone par zone la réglementation qui est prévue par le document pour les publicités, les préenseignes et les enseignes. Et donc, en commençant ici par cette première zone de publicité, la ZP0, qui s'applique sur les secteurs paysagers, ça va être les grands parcs du territoire, les bords de Seine, par exemple, où là, il y a vraiment une volonté de préservation au maximum de la qualité paysagère de ces secteurs par rapport à la pollution visuelle et lumineuse qui peut être engendrée par les dispositifs d'affichage extérieur. Voilà, les objectifs pour ces zones-là, ça va être de protéger les sites qui sont aussi des espaces de détente, de respiration, de promenade pour les habitants, et également avec des valeurs écologiques, notamment sur les abords de rivières, mais pas uniquement. Ce sont des secteurs avec des valeurs au niveau de la biodiversité qui sont un peu plus fortes que dans les secteurs plus urbains. Et puis des valeurs paysagères également, en préservant du coup les ouvertures, les cônes de vue, les perspectives paysagères de l'implantation de dispositifs publicitaires qui viendraient masquer ou dégrader ces cônes de vue. Donc pour cela, la réglementation qui a été définie, c'est une interdiction générale de la publicité. Donc au sein de la ZP0, on ne peut pas avoir de publicité du tout, que ce soit du scellé au sol, sur mur aveugle ou sur mobilier urbain, à l'exception du coup des abribus. Donc les abribus, c'est une forme de mobilier urbain qui peut accueillir de la publicité. Et donc on les autorise à l'intérieur de la ZP0 puisqu'il y a certains parcs du territoire qui sont traversés par des services de transport en commun. Les abribus sont existants, on permet qu'il y ait de l'affichage publicitaire dessus. La publicité numérique est bien sûr interdite, puisque toutes les formes de publicité sont interdites, donc a fortiori le numérique, avec aussi le fait de vouloir préserver par rapport à la pollution lumineuse et numérique ces espaces-là. Donc ça va être le cas aussi des enseignes numériques interdites en ZP0. Sur les enseignes, les autres formes d'enseignes justement qui sont interdites, ça va être les enseignes scellées au sol et les enseignes en toiture, qui sont des formes qui sont particulièrement impactantes visuellement, formes d'enseignes qui ont un poids dans le paysage, contrairement aux enseignes qui vont s'installer directement sur des éléments bâtis, des éléments existants, donc ça va être les enseignes sur clôture et en façade, qui là sont autorisées, mais avec des formats, des règles d'implantation qui veillent à une bonne intégration de l'enseigne dans le contexte architectural. Donc sur les clôtures, on est sur un tout petit format, on autorise du 0,5 m² et à hauteur d'une enseigne par voie qui borde l'activité. Et sur les enseignes en façade, donc on a toujours, dans tous les cas, on a des règles de respect de l'architecture, une implantation qui doit se faire en rez-de-chaussée quand l'activité est en rez-de-chaussée, et puis une règle de hauteur qui limite à 1/5 de hauteur par rapport à la hauteur de la devanture. Donc le bandeau est limité en hauteur, en proportion par rapport à la hauteur de la devanture. Ensuite, on a le petit cas pratique, Sébastien. Oui, on a le petit cas pratique. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'appliquer ces règles sur une partie du territoire en reprenant excusez-moi, en reprenant un petit peu ce qu'on avait fait la semaine dernière de promenade urbaine virtuelle. Donc là, on vous propose d'aller sur un endroit assez sensible au niveau environnemental, qui sont les dernières zones agricoles qu'il y a sur notre territoire, particulièrement donc sur la commune de Morangis. Donc, je vais vous demander un tout petit instant, le temps que je partage. Il faudrait, Kivan, que vous arrêtiez le partage de votre écran pour que je puisse voilà, prendre la suite. C'est fait. Super.
Est-ce que le partage s'est fait? Tout fonctionne très bien, Sébastien. Très bien. Donc là, on est à Morangis. On voit qu'on est sur un secteur agricole, un secteur paysager, un secteur très ouvert, ce qui est quand même très rare dans notre agglomération. On est en dehors de la zone agglomérée de la commune de Morangis. Donc normalement, de par la loi, seules certaines préenseignes sont autorisées. Là, l'idée du RLPI, c'est de donner des outils complémentaires à la commune pour pouvoir interdire complètement la présence de gros panneaux publicitaires qui se retrouvent en plein milieu des champs comme celui que vous pouvez voir là, ou des concentrations un peu plus importantes, comme on peut le voir en arrivant progressivement je crois qu'après on a un rond-point, on a un chantier, donc voilà, des panneaux publicitaires qui finalement, là, on pollue complètement l'environnement. Donc l'application du règlement de publicité se matérialisera par une interdiction absolue de ce type de panneaux dans ces secteurs-ci, afin de bien redégager la qualité paysagère de cet axe de sortie de ville. Donc là, on longe un grand chantier dans le cadre de la prolongation de la ligne 14 du métro. C'est des bâches, c'est de l'information sur palissade. Donc ça restera autorisé pour les besoins du chantier. Mais dès qu'on quitte cette zone de chantier, toute la publicité scellée au sol sera complètement interdite. Je crois qu'il me reste un panneau que j'avais vu un petit peu plus loin, qu'on voit apparaître progressivement en poursuivant notre promenade. Voilà. Donc, là, on a une publicité qui est en fait une préenseigne, puisqu'on voit qu'on indique, une direction et une indication routière à suivre. Et en plus, ce n'est pas une préenseigne qui pourrait être dérogatoire, puisqu'elle ne fait pas partie elle n'informe pas sur un produit du terroir. Donc là, vraiment, le RLPI va complètement interdire ce type de panneau dans une zone qui est environnementalement et paysagère très valorisante pour notre territoire. Merci Sébastien. Le partage. Et je vais reprendre le partage. Voilà. Merci Sébastien. Donc, je vais reprendre le partage. Vous voyez bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, ensuite, donc voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. J'ai également mis dans la barre de discussion le lien si vous voulez parcourir par vous-même le secteur. Alors, Madame Vermillet, vous voulez réagir? Vous pouvez allumer votre micro et votre caméra. Oui, voilà. J'allume mon micro. Bonsoir à toutes et à tous. Meilleurs vœux pour ceux que je n'aurais pas encore eu l'occasion d'échanger depuis ce début d'année. Donc, petite réaction donc, sur notre zone agricole qui est quand même bordée, qui de chaque côté du RD 118. Donc, ce qui veut dire que tous ces panneaux aujourd'hui, ils ont été posés entre guillemets de façon sauvage et qu'il n'y a aucun droit de publicité de reverser à qui que ce soit actuellement, je suppose. Ou est-ce que c'est reversé au département ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que c'est au propriétaire de la parcelle, par exemple? Et donc, dans le cas où nous serions dans ce règlement, si je comprends bien, moi, je fais un courrier à KFC Massy et je leur explique que je veux qu'ils démontent leurs panneaux, c'est ça, et ils doivent obtempérer, sinon on a notre pouvoir de police derrière. Comment ça se passe? C'est exactement ça, Madame le maire. Alors, en fait, en général, ce genre de panneaux, ils sont installés de manière assez sauvage. C'est-à-dire, quand je vais dire sauvage,
c'est sans autorisation administrative que vos services délivrent. Et en général, les personnes sont par contre censées avoir obtenu l'accord du propriétaire du ténement foncier ou du gestionnaire du domaine public, ce qui est aussi relativement rare pour ce genre de panneau, sans préjuger de celui-ci plus qu'un autre. Oui, oui. En fait, normalement, sur le panneau, Kylian, je vais vous demander de départager votre écran pour que je puisse le faire. Hop. Merci. Voilà, merci. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Hop. Voilà, maintenant ça fonctionne. Voilà. Vous voyez apparaître ici, il y a le nom de l'afficheur. J'espère qu'avec mon petit curseur de souris, on le voit. Oui, si, je vois. Et en fait, c'est à cette personne-ci, donc la société, je ne vais pas la citer, qu'il faudra écrire. Ce qu'il faut voir, c'est que la personne qui a implanté ce panneau, elle doit payer 2 éléments. Déjà, un loyer ou une redevance d'occupation du domaine public en fonction du propriétaire du terrain. On va dire que ça, c'est du droit, voilà, c'est un accord entre 2 parties rémunérées. Et aussi, je crois que vous avez institué la taxe locale sur la publicité extérieure, elle doit aussi le payer, même si son panneau n'est pas légal. Là, on est dans du droit fiscal assez classique. Vous pourrez le faire déposer. Et si la personne n'obtempère pas, elle est soumise en plus à une amende préfectorale qui vous est directement reversée. Donc, c'est aussi pour donner des moyens financiers aux communes de pouvoir intervenir sur des procédures qui sont toujours un petit peu compliquées à mettre, enfin, qui sont assez longues à mettre en place. Donc, c'est vrai qu'un courrier en général d'avertissement suffit avant de pouvoir aussi utiliser directement vos pouvoirs de police. D'accord, ok. Très bien, merci. Je vous en prie, madame la maire. Merci. Donc, alors, monsieur Lafont a également levé la main. Oui, mais dans la lignée de la question de madame la maire, qui peut agir, qui peut déclencher une procédure? Donc, il y a la mairie. Est-ce que des voisins, des gens qui se sentent gênés par une publicité qui ne correspondrait pas au nouveau règlement, est-ce que ces personnes-là peuvent déclencher quelque chose et qu'est-ce qu'elles peuvent déclencher? Est-ce que c'est d'abord un recours gracieux en mairie puis un recours en justice? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelle est l'articulation? Est-ce que c'est bien défini entre la ville et l'EPT, entre le pouvoir de police du maire et action réglementaire définie par l'EPT? Qui fait quoi là-dedans? Est-ce qu'il y a des compléments? Alors, il y a Madame Bernard qui voudrait également intervenir. Oui. Alors, elle a levé la main physiquement. Oui, parce que mais je ne trouve pas où c'est le. Il n'y a pas de mal. Bonsoir, Madame Bernard. Et ensuite, alors, justement, moi, je suis une association de défense de l'environnement à Viry-Châtillon, rue Carnot. Nous sommes une rue parallèle à la Seine, au bord de Seine. Et ma question de M. Lafont m'intéresse beaucoup, hein, parce qu'effectivement, en tant qu'association, j'aimerais peut-être des fois intervenir et passer par mon maire, il n'y a pas de souci, mais peut-être en direct aussi. Et des fois, le maire nous demande en tant qu'association justement de aussi interpeller différents organismes pour appuyer ce qu'il est en train de faire en parallèle. Donc, ça m'intéressait parce qu'on n'a pas répondu encore à M. Lafont. Moi, ma question, c'était, donc je suis dans une rue parallèle, sauf que les panneaux qui sont dans ma rue, on les voit depuis la Seine quand on passe. Là, l'exemple que vous nous avez montré sur les terres agricoles, j'ai bien remarqué que ce sont des panneaux qui sont toujours à côté de la route. Moi, c'est vraiment une route. Donc, il y a la Seine, il y a la route départementale, il y a des maisons et il y a la route rue Carnot qui est parallèle. Et ces panneaux qui sont rue Carnot, on les voit depuis la Seine. Donc, le périmètre, qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être que quelque part, je peux trouver le périmètre du futur règlement. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre d'abord à M. Lafont et puis après, plus spécifiquement sur votre cas. Donc, sur la répartition des pouvoirs entre l'EPT et les villes, c'est très clair hein, dans la loi. L'application du RLPI, ça demeure de la police du maire
sauf si les maires décidaient de transférer ces pouvoirs de police au président de l'EPT, ce qui pour l'instant n'est bien sûr pas le cas. Donc ce sera bien à chaque commune d'appliquer le règlement local de publicité. Après, un certain nombre d'agents communaux sont assermentés pour pouvoir dresser des procès-verbaux et donc engager des procédures judiciaires contre les personnes qui ne respecteraient pas, enfin souvent c'est des personnes morales, donc contre les personnes morales qui ne respecteraient pas la réglementation. Ça s'applique aussi aux polices municipales hein, qui ont de fait une assermentation générale, même si de ce fait, ça nécessite aussi une petite formation. Donc, c'est vraiment les villes qui ont la maîtrise. Si un panneau illégal n'est pas détecté par, on va dire, la gestion courante de la collectivité, une police municipale qui passe dans les rues et qui détecte un panneau ou un agent municipal, un particulier peut toujours s'adresser, comme vous l'avez dit, à la mairie en faisant un recours gracieux. Et s'il s'avère que le panneau n'a rien à faire ici, demander au maire d'intervenir. En cas de carence de la ville, il peut se retourner contre le préfet puisque, comme vous le savez, les pouvoirs de police du maire se font sous l'autorité du préfet du département. Concernant la question sur le panneau qui est visible depuis la Seine à Viry-Châtillon, etc., je ne pourrais pas vous répondre très précisément là parce que c'est un cas qui est très précis. Peut-être en élément, c'est que c'est pas de là où on voit le panneau, c'est là où est implanté le panneau. On va regarder s'il est conforme ou pas à la réglementation. Donc, vous pouvez avoir très bien des panneaux qui sont visibles d'un espace résidentiel parce qu'ils sont implantés, comme on l'a vu, le long d'une voie. Là, ce qu'on va regarder, c'est si le long de la voie, le panneau a le droit d'être positionné là et s'il répond aux différentes normes que le RLPI va décliner dans les autres zones qu'on va voir d'ici un instant. Merci. J'avais précisé sur le chat que justement, en plus, ce panneau est dans une propriété privée sur une maison individuelle. Voilà, donc c'est sur une propriété privée et c'est vrai qu'avec le maire on se bat un petit peu puisqu'effectivement c'est juste en face des écoles, mais c'est sur une propriété privée. Donc le règlement ne peut pas. Là, je ne peux pas vous dire que là, dans quelle zone il est situé. Si vous me dites qu'il est proche d'une école, a priori, il doit être en ZP2. Donc, c'est une réglementation qu'on va voir un petit peu plus tard et la publicité murale y sera interdite. Donc, le maire pourra le faire déposer. C'est sous réserve de bien vérifier de bien positionner le panneau. Mais voilà, comme là, on est en... Et justement, toutes ces zones, on peut les voir quelque part, nous, en tant que citoyens, ou pas du tout? On va les mettre en ligne sur le site internet, de telle manière à ce que vous puissiez le regarder. Voilà. Je propose qu'on avance un peu sur la présentation, puisque l'heure tourne, il est déjà 20h30. Donc, Élise, je te laisse poursuivre sur la ZP1. Et peut-être, on va présenter les différentes ZP 1, 2, 3, 4, et ensuite procéder à une séquence de questions-réponses globale, plus pour avancer, pour qu'on présente quand même toutes les zones de publicité. Donc, Élise, je te laisse la parole. Ouais. Alors, la ZP1, on l'a appliquée sur ce qu'on a appelé les centralités commerçantes. Donc, ça correspond principalement au centre-ville des différentes communes. Donc, sur ces secteurs-là, on a des enjeux qui sont multiples. On retrouve l'enjeu de qualité du cadre de vie qu'on avait déjà en ZP0, la qualité des paysages, avec parfois aussi une dimension patrimoniale qui peut se rajouter quand on a des centres-villes qui sont couverts par des périmètres de protection monuments historiques, par exemple. Et puis aussi des enjeux de qualité de traitement des espaces publics. Et en parallèle de tout ça, on a aussi des enjeux économiques sur ces secteurs-là, puisqu'on a des commerçants qui sont installés, qui font aussi la définition de ces zones de centralité commerçante, avec du coup des enjeux forts d'attractivité commerçante, de valorisation du commerce de proximité, qui se superposent du coup aux enjeux de préservation du paysage et du cadre de vie. Et donc, comme globalement dans le RLP, l'enjeu, ça va être de trouver le bon équilibre entre préservation du cadre de vie et puis expression visuelle, communication des acteurs économiques locaux.
Donc pour ce faire, on a défini les règles de publicité suivantes. Donc en termes de publicité, on est assez restrictif. On permet la publicité que sur le mobilier urbain. Et les mobiliers urbains qui sont de petits formats, puisqu'on est sur une surface d'affichage de 2 mètres carrés. C'est les plus petits formats autorisés. Ça correspond à ce qu'on va retrouver sur les abribus. Sur les petits dispositifs d'affichage qu'on appelle les sucettes, donc ça va être les planimètres en fait, ce qu'on va avoir au dos des plans de ville. Ça va être aussi sur les kiosques par exemple, donc petit affichage. L'affichage mural est interdit, l'affichage scellé au sol est interdit et la publicité numérique est interdite. J'ai un doute là-dessus, peut-être Sébastien. Oui, c'est ça, on l'a vu tout à l'heure. La publicité numérique, c'est une erreur d'affichage et bien autorisée, mais uniquement sur le mobilier urbain. Donc, publicité sur mobilier urbain et potentiellement numérique, mais avec un petit format qui reste toujours à 2 mètres carrés. Et comme on l'a vu aussi tout à l'heure en introduction, le mobilier urbain qui est toujours à la charge des communes. Donc, la commune peut décider ou non d'avoir du numérique sur son territoire. C'est exactement ça, Alice. Oui, c'est ça, merci. Ensuite, en ce qui concerne les enseignes, donc pareil qu'en ZP0, on a les formes d'enseignes les plus impactantes qui sont interdites. Enseignes scellées au sol, enseignes en toiture et enseignes numériques ne sont pas autorisées en ZP1. On autorise uniquement sur clôture, donc pareil, sur des petits formats et de façon limitée, c'est une enseigne par voie bordant l'établissement au maximum. Et pour les enseignes en façade, on a les mêmes règles qu'en ZP0, donc une implantation qui respecte l'architecture, qui doit se faire en rez-de-chaussée si l'activité est située en rez-de-chaussée, et puis une hauteur proportionnelle à la hauteur de la devanture, donc limitée à 1/5 de la hauteur de la devanture. Du coup, ah oui, on fait quand même les cas pratiques, ou j'enchaîne? On va faire les cas pratiques, Ouais. comme ça on est tout de suite. Oui, j'arrête mon partage, je vous laisse partager, Sébastien. Merci. Votre écran sur un terrain que vous connaissez plutôt bien, je pense. Oui. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'appliquer le règlement à un centre-ville qui est celui de Villeneuve-le-Roi. J'espère que ça s'affiche bien sur votre... Ça s'affiche très bien. Sur votre secteur. Donc, comme on le voit à Villeneuve-le-Roi, la commune a fait des efforts importants de qualification de son espace public sur sa partie centrale. C'est un élément assez emblématique du centre-ville de Villeneuve-le-Roi. Et il y a une rue commerçante à Villeneuve-le-Roi. On voit tout à l'heure sur la précédente voie, on voyait qu'il y avait déjà un projet de requalification de la voie. Et en fait, le RLPI, il va permettre de conforter l'attractivité commerçante de ce centre-ville en limitant, on voit qu'il n'y a pas de publicité, on n'a que un certain nombre d'enseignes de petits de commerces de proximité avec donc des enseignes en bandeau qui sont bien intégrées dans le corps des bâtiments, quelques enseignes en drapeau, c'est-à-dire c'est un petit peu comme la croix de la pharmacie que vous pouvez voir ou l'optique. C'est à peu près une enseigne en bandeau, donc le long de la façade du commerce et une enseigne au-dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir conforter cet apaisement qui permet de concilier les besoins des commerçants de bien montrer qu'ils existent, ce qu'ils font comme commerce, etc., sans non plus déqualifier la rue commerçante de Villeneuve-le-Roi, qui est en plus actuellement en cours de rénovation. On arrive sur le marché de Villeneuve-le-Roi, donc qui est aussi affiché par une enseigne. Et ce que vous voyez ici d'affiché, c'est un panneau d'information de signalétique locale, c'est un journal électronique d'information. Ça, par contre, c'est pour les besoins spécifiques de la ville et donc ce n'est pas réglementé par le règlement local de publicité intercommunale, puisqu'en tant que tel, ce n'est pas de la publicité à fin commercial. On voit ici quelques panneaux d'affichage administratif qui sont aussi hors RLPI, puisqu'ils participent à la liberté d'expression. Et on arrive ici, vous voyez, à un seul panneau de publicité, c'est de la publicité sur mobilier urbain, les fameux sucettes dont parlait tout à l'heure Élise, de 2 mètres, avec donc une phase publicitaire et derrière une phase d'information
municipal pour annoncer la campagne de propreté de la commune. Ce type de mobilier, il est très adapté au centre-ville, puisque déjà c'est un petit format, et surtout ça laisse la main à la municipalité de l'autoriser ou pas dans le cadre des contrats qu'elle passe et dans le cadre de la gestion du domaine public dont elle est la seule gestionnaire. Voilà. Merci Sébastien. Donc, comme évoqué tout à l'heure, je vais maintenant directement laisser la parole à Élise. Les séquences de questions-réponses qu'on présente toutes les ZP, comme ça vous les avez toutes en tête. Et ensuite, on fera une séquence de questions-réponses. Je vois que Madame Bernard a levé la main physiquement et j'en prends bien note. Et n'hésitez pas aussi, alors si vous pouvez, à formuler vos questions, vos remarques tout au long de la présentation et du chat. Donc, Élise, je te laisse maintenant présenter la ZP2. Donc, qui porte notamment sur les secteurs résidentiels. Exactement. Donc, la ZP2 qui forme un peu la toile de fond du territoire, hein, elle se dessine un peu parce qu'il n'y a pas d'activité économique, voilà, c'est à dominante résidentielle, donc avec des enjeux principalement de préservation du cadre de vie qui sont assez forts, qui vont nous mener à limiter au maximum la publicité et à bien encadrer les enseignes pour limiter les nuisances. Mais au sein de ces secteurs, il est possible qu'il y ait des activités économiques. Donc, il faut quand même laisser des possibilités d'expression, notamment au niveau des enseignes, ce qui n'est pas problématique à partir du moment où ces dispositifs sont bien encadrés. Donc, le but du RLPI, ça va de limiter les nuisances visuelles au sein de ces secteurs pour protéger le paysage du quotidien, le paysage vécu, qui est le cadre de vie de tous les jours des habitants. Et puis également d'anticiper tout ce qui va être les nouveaux projets urbains ou les projets de rénovation urbaine pour pouvoir appliquer une réglementation adaptée au visage futur de ces quartiers-là. Donc en termes de réglementation des publicités et des préenseignes, on interdit la publicité scellée au sol, également la publicité numérique qui est particulièrement impactante et qui ne trouve pas sa place dans les quartiers résidentiels. La publicité murale, ça fait l'objet de débats jusque récemment, donc ce n'était pas encore tout à fait tranché, mais a priori, on s'oriente quand même vers une interdiction de la publicité murale. Et puis, donc, la publicité sur mobilier urbain qui reste autorisée, mais avec des petits formats, comme pour la ZP1, des formats 2 mètres carrés, donc type abribus et sucette. Sur les enseignes, donc, là, à partir de la ZP2, on autorise les enseignes scellées au sol, puisque au niveau du contexte urbain, ça le permet un petit peu plus. On n'est pas sur des secteurs de centre-ville où on est directement sur la voie publique. Là, on peut avoir des emprises privées qui permettent l'implantation d'enseignes scellées au sol. Par contre, on reste sur des petits formats. On est sur du 2 mètres carrés et 2,5 mètres de hauteur maximum pour permettre une intégration optimale de ces dispositifs et limiter les nuisances. Les enseignes sur clôture sont également autorisées. On retrouve le même format, 0,5 m² et une par voie ouverte à la circulation publique bordant l'établissement. Et donc, sur ces deux formes d'enseignes, enseigne au sol, enseigne sur clôture, on a une règle de non-cumul. C'est pour limiter l'implantation, d'avoir une surdensité d'enseignes finalement. Donc, on a soit enseigne au sol, soit enseigne sur clôture, mais on ne peut pas avoir les deux. Sur les enseignes en façade, c'est globalement les mêmes règles qui s'appliquent. Respect de l'architecture du bâtiment, respect de la limite du rez-de-chaussée et puis une hauteur limitée à 1/5 de la hauteur de la devanture. Les enseignes en toiture sont interdites et les enseignes numériques sont interdites également. Merci Élise. Donc très rapidement, on va faire une petite visite de terrain digitale. Donc cette fois-ci, on va se déplacer à Villejuif. Sébastien, je vous laisse la main. Merci. Alors, on a sélectionné un peu au hasard une voie résidentielle comme on en trouve beaucoup sur notre territoire, à Villejuif. Ah, ça, c'est pas Villejuif. Ah oui, c'est rue du Génie, on est à Vitry, limitrophe de Villejuif peut-être, oui. Ah pardon, je n'avais pas vu qu'on avait... Oui, c'est limitrophe de Villejuif, mais voilà, c'est Villejuif. Voilà, comme quoi les tissus urbains sont aussi parfois très imbriqués. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur.
faire venir. Bon, je vais prendre, là je suis à Villejuif, excusez-moi. Donc voilà, un tissu urbain assez cosmopolite, enfin assez divers, avec du pavillonnaire, des petits collectifs. On voit qu'il y a un petit peu de mobilier, de publicité sur mobilier urbain, donc qui pourront s'implanter sur le trottoir. Bien sûr, charge à la ville de veiller à ce que ce mobilier urbain n'encombre pas l'espace public. Et donc là, on retourne sur la rue que l'on voyait tout à l'heure. Donc, un espace urbain assez apaisé. On voit qu'on n'a pas beaucoup d'activité économique, donc pas nécessité qu'il y ait a fortiori de publicité. On voit quand même qu'on est certainement sur un axe passant parce qu'on a aussi quand même du trafic automobile. Et si on continue, donc je crois que c'est par là on va tomber sur la commune de Vitry-sur-Seine. Excusez-moi, j'avance un petit peu vite, j'espère que ça ne vous donne pas le tournis. On voit qu'on est sur des secteurs urbains aussi qui se reconstituent avec de petits collectifs, etc. Et il va y avoir un moment où l'on va arriver à... Voilà, je cherchais ma croix de pharmacie. Voilà, un petit pôle de commerce de proximité. Pôle de commerce de proximité avec des enseignes qui respectent la future réglementation. Donc, des enseignes en bandeau, donc juste au-dessus de la vitrine, à la limite du premier étage, avec des lettres découpées, des petits rappels de l'enseigne sur ce qu'on appelle le lambrequin, c'est le petit élément qui tombe du store, et puis une petite pharmacie qui rappelle son enseigne. Petite précision, les pharmacies, légalement, et bien sûr c'est réaffirmé dans le cadre du règlement local de publicité intercommunale, sont les seuls à pouvoir avoir des enseignes clignotantes, c'est la petite croix verte que l'on voit ici, avec les services d'urgence comme une clinique vétérinaire et a fortiori un hôpital ou la brigade des sapeurs-pompiers. Et tant qu'elles sont ouvertes, les pharmacies. Et tant qu'elles sont ouvertes, bien évidemment. Oui. Merci Sébastien. Nous allons maintenant passer à la ZP numéro 3. Je vais de nouveau partager mon écran avec la présentation et te laisser la parole, Élise, pour enchaîner sur cette ZP numéro 3, donc, qui concerne les grands axes, notamment la RD7 et la RD5, les principaux grands axes, mais également des axes un peu plus secondaires. Voilà, donc les axes structurants qui sont divisés effectivement en deux secteurs. Donc la ZP3 qui se divise en ZP3A sur vraiment les grands axes du territoire, et la ZP3B sur des axes urbains secondaires qu'on a aussi appelés axes urbains apaisés dans le règlement. Donc on le verra, il y a une réglementation qui diffère entre ces deux secteurs. Mais donc, globalement, les enjeux sur ces axes, sur ces secteurs d'axes, ils sont de trois grands types. On va avoir l'enjeu d'avoir une réglementation qui est harmonisée à l'échelle de l'ensemble des communes du territoire, et avoir un traitement cohérent qui est particulièrement important sur ces axes-là, puisque ce sont des axes de traversée. Donc, on va pouvoir afficher une cohérence de traitement le long de ces axes. Un enjeu de préservation de la qualité paysagère aux abords de ces axes, puisque ce sont des vitrines de territoire. Ils véhiculent l'image, l'identité visuelle de Grand Orly. Donc, une dimension paysagère assez importante à maîtriser. Et à côté de ça, on a aussi, ce sont des secteurs qui sont particulièrement intéressants pour les afficheurs, puisqu'ils sont très fréquentés, avec une haute visibilité. Donc, globalement, c'est aux abords des axes qu'on a le plus de publicité et avec les plus grands formats. Donc, le but, bien sûr, c'est de pouvoir laisser la possibilité d'avoir cette expression visuelle aux abords des axes, mais de bien l'encadrer, de sorte à ce qu'on diminue au maximum la pollution qui est engendrée par l'affichage extérieur. Donc, au niveau de la réglementation aux abords des axes, donc, on a toutes les formes de publicité qui sont autorisées sur les grands axes. La ZP3A
Donc la publicité scellée au sol, sur mur, sur mobilier urbain sont autorisées, avec le format maximal qu'on va autoriser dans le RLPI, qui est une surface d'affiche à 8 mètres carrés. Donc, tout ça pour les 3 formes de publicité, on est sur le format maximum du RLPI à 8 mètres carrés. Par contre, sur les secteurs d'axes apaisés, donc la ZP3B, on va venir interdire la publicité scellée au sol, qui est particulièrement impactante dans le paysage, puisqu'on vient rajouter un objet qui est dédié à la publicité. Donc, contrairement à la publicité murale, qui, elle, s'intègre plus facilement, puisqu'elle vient s'installer sur un élément bâti qui est existant. Donc, voilà, sur les secteurs ZP3B, où on a besoin d'avoir un renforcement de la qualité paysagère, ou en tout cas, les formes les plus impactantes de publicité s'intègrent moins bien dans le paysage de l'axe, on interdit la publicité scellée au sol. Le choix du territoire, ça a été de s'inscrire dans une démarche d'interdiction du numérique total aux abords des axes pour plusieurs raisons. Dans le cadre du RLPI, on parle de protection du cadre de vie, ce qui s'applique totalement, qui est une raison qui s'entend aux abords des axes. Ce que je disais tout à l'heure, la dimension paysagère qu'il porte, mais c'est aussi parce qu'aux abords des axes, le numérique trouve moins sa place, puisque ce sont des secteurs qui sont circulés parfois à grande vitesse. Donc le numérique, qui est par nature dynamique, changeant, a moins se justifie moins que sur des secteurs, par exemple ZP1, où on les a autorisés sur mobilier urbain, où là on est sur des secteurs qui sont plus à fréquentation piétonne. Il me reste encore les enseignes, quand même. Qui va être trop vite, qui va j'essaie d'être synthétique. Mais excuse-moi, Élise. Pas de souci. Donc, juste rapidement sur les enseignes le long des axes. Donc, on autorise les enseignes scellées au sol avec des formats qui commencent à être assez importants. On est sur du 6 mètres carrés avec une hauteur maximale de 3 mètres, parce qu'il y a des besoins de visibilité aux abords de ces axes. On est forcément sur des formats un peu plus importants. Pareil, sur les enseignes sur clôture, elles sont autorisées avec un format maximal de 3 mètres carrés. Et on retrouve cette règle de non-cumul pour limiter les densités d'enseignes. Donc, pas de cumul entre une enseigne scellée au sol et une enseigne sur clôture le long des axes. Pour les enseignes en façade, je ne redétaillerai pas, c'est la même règle que ce qu'on a vu tout à l'heure. Respect de l'architecture, une enseigne qui est proportionnée à la taille de la devanture commerciale. Les enseignes en toiture qui restent interdites et les enseignes numériques qui sont interdites également pour les mêmes raisons que la publicité. Alors, on va faire, là, on va continuer à se promener sur le territoire, mais on va l'appliquer directement à l'écran. On va l'appliquer sur 2 secteurs qui concentrent de la pollution, le long d'axes qui peuvent concentrer de la publicité. On applique vraiment sur la publicité, et puis on parlera plutôt de l'application sur les enseignes qui longent ces grands axes. Donc là, on a un secteur qui a été repéré comme étant assez problématique parce que cumulant beaucoup de points noirs. Kivan, on va zoomer, je vous laisse passer à l'autre diapo, voilà, pour zoomer dessus. On voit qu'ici, on a une concentration très forte de dispositifs publicitaires grand format. L'idée du RLPI, ça va être d'apaiser tout ceci, puisque la plupart déjà sont de plus de 12 mètres carrés, donc vont devoir disparaître du paysage. En plus, souvent, ils sont en doublon. On a des panneaux derrière qui sont en superposition qui vont aussi devoir disparaître. Vous allez voir apparaître la croix rouge et puis un panneau qui est mal entretenu qui va aussi devoir disparaître. Du coup, il nous restera, le RLPI va ouvrir la possibilité de la présence que d'un seul panneau, comme celui que l'on peut voir à l'extrême droite, dans un format un peu plus réduit. Et puis, on voit dans le fond se dessiner une pré-enseigne. Elle pourra demeurer à condition qu'elle respecte la règle d'interdistance dont on a parlé tout à l'heure et dans des dimensions un petit peu réduites. Par contre aussi en arrière-fond, on voit un bâtiment, une tour avec une enseigne. Là, l'enseigne est bien proportionnée et bien positionnée. Elle peut donc parfaitement demeurer. Le RLPI l'entérine. Donc on voit que l'action du RLPI ne supprime pas
toute la publicité pour des raisons aussi de liberté du commerce, de liberté d'entreprendre et de libre concurrence, mais il régule quand même les éléments pour apaiser un peu le paysage, même si je suis d'accord, ce n'est pas forcément le plus beau site qui est présent actuellement sur Grand Orly-Seine-Bièvre, ne serait-ce qu'à cause aussi des lignes à haute tension. Si on prend maintenant un autre exemple sur l'application sur une enseigne, on va partir à Vitry-sur-Seine. On est le long d'un axe qui a été requalifié par l'arrivée du tramway, avec donc un petit pôle commercial le long de cet axe. Si vous zoomez encore Kivan, on va le voir apparaître en un tout petit peu plus grand. Voilà. On a un certain nombre d'enseignes, notamment l'enseigne qui est à l'extrême gauche, qui est de qualité, et que justement, un des objectifs du RLPI, c'est de tendre vers cette qualité en termes d'implantation, de lettres découpées, etc. Après, on a un certain nombre d'enseignes, notamment comme on peut le voir, on voit qu'il y a un petit drapeau qui traîne à l'extrême droite. Celui-ci devra disparaître dans le cadre du RLPI pour ne pas saturer l'espace public. Et après, on a d'autres enseignes qui sont au-dessus et pas dans l'alignement, qui dégradent un petit peu la façade de cet immeuble, qui vont devoir disparaître. Un autre commerce qui a le droit totalement d'avoir son enseigne au-dessus de son store. Par contre, la double enseigne qu'il a au-dessus devra disparaître, de même que les enseignes latérales que l'on peut voir. À côté, on a un tabac presse qui sont en général assez gourmands d'enseignes. Donc, en tant que tel, son enseigne au-dessus de sa devanture pourra rester. Par contre, les enseignes en drapeau, elles devront se concentrer un petit peu sur la façade. De même pour le magasin qu'il y a encore à droite, on a une enseigne on a une devanture commerciale avec une enseigne au-dessus. Par contre, tous les éléments qui surajoutent à cette enseigne devront disparaître, et on peut continuer sur tout le reste de la devanture de cet immeuble. Élise, ouais, je te laisse la parole pour la ZP4 sur le secteur d'activité économique, qui est divisé en 3 sous-secteurs. Oui, donc zone d'activité économique qui, du coup, l'enjeu de visibilité des acteurs économiques va primer un petit peu sur le reste, en tout cas sur la qualité du cadre de vie, même si on maintient quand même un enjeu de préservation de la qualité du paysage commercial, qui contribue aussi à l'attractivité des commerces et à la lisibilité des différentes activités. Donc, on a des zones d'activité qui sont quand même assez diverses, avec des contextes différents sur le territoire. Donc, on a divisé cette zone ZP4 en 3 sous-zones. La ZP4A qui concerne les zones d'activité, on va dire assez classiques, activités commerciales, artisanales, industrielles, qu'on retrouve à peu près partout sur le territoire intercommunal. Et puis la ZP4B et la ZP4C qui sont la plus spécifiques. La ZP4B, donc sur les zones d'activité à contrôle d'accès, le mine de Rungis et la Sogaris. Et la ZP4C sur les centres commerciaux d'envergure régionale, donc le Belle Épine à Thiers, je crois, et puis la Cerisée à Fresnes. Donc en termes de réglementation, en ZP4B, ZP4C, on autorise toutes les formes de publicité avec les formats maximum du RLPI, donc 8 mètres carrés de surface affiche. On est sur des formats un petit peu plus restreints. Sur la ZP4A, on limite à 4 mètres carrés les formes d'affichage privé, 2 mètres carrés pour le mobilier urbain. Le numérique qui est autorisé en ZP4B et C, selon les dispositions du Code de l'environnement, c'est-à-dire 8 mètres carrés maximum, mais interdit en ZP4A. Sur les enseignes, donc on autorise l'ensemble des différentes formes d'enseignes, y compris en toiture, ce qui n'était pas le cas sur les autres zones d'activité. Donc l'enseigne en toiture qui est quand même limitée en hauteur pour limiter son impact visuel. Sur les enseignes au sol, on les limite à 1 par voie. On autorise d'avoir une petite enseigne au sol supplémentaire par tranche de 25 mètres linéaires entamés. Les enseignes en clôture sont limitées à 3 mètres carrés, mais par contre, on perd la règle de non-cumul entre les enseignes au sol et les enseignes en clôture. Donc, chacune sont réglementées en nombre, mais par contre, on peut avoir les 2 formes d'enseignes. Le respect de l'architecture pour les enseignes en façade, donc comme on a vu jusqu'à maintenant, pas de changement.
Et puis, en ce qui concerne les enseignes numériques, on les autorise en ZP4B et ZP4C à hauteur d'une enseigne par voie bordant l'établissement, selon les dispositions du Code de l'environnement pour les formats, et donc interdit en ZP4A. Donc, concrètement, en matière d'application pratique, Sébastien, si vous pouvez évoquer assez rapidement la qualification des zones d'activité à Orly, par exemple. On va aller très vite parce que le temps passe. Hein. Donc là, on voit qu'on a une zone d'activité assez classique comme on en trouve sur le territoire. Elle se situe en ZP4A, donc qui est une zone d'activité où où on a beaucoup de dispositifs publicitaires qui peuvent être autorisés, mais dans des formats allégés. Donc par exemple, le panneau que vous pouvez voir, lui, est hors réglementation, donc il devra disparaître. On a aussi une petite enseigne sur une clôture non aveugle, même si elle est doublée par une canisse, elle reste non aveugle. Donc elle aussi, elle devra disparaître. Et les enseignes derrière devront rentrer dans la réglementation en termes de profusion. Alors là, sur l'image, elles sont un peu cachées par le camion Ben. Seul pourra demeurer le petit totem à condition qu'il fasse moins de 4 mètres carrés. C'est une station-service, en fait. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir apaiser vraiment ce tissu-ci. Alors, si on en vient à la ZP5, les secteurs donc, particuliers un peu parce qu'ils concernent des infrastructures de transport, notamment les faisceaux ferroviaires et la plateforme aéroportuaire. Donc, Lise, nous te laissons la parole. Oui, on a gardé la plus rapide pour la fin, donc c'est bien. Donc, sur ces secteurs-là, il y a des enjeux assez importants de paysage, puisque ce sont des ports d'entrée ou de traversée du territoire. Donc, le but, ça va être de limiter au maximum les nuisances engendrées par les dispositifs d'affichage, qui sont parfois nombreux, notamment sur les emprises ferroviaires. Au niveau des zones de franchissement, souvent, on a des densités qui peuvent être assez importantes. Donc, le RLPI va venir lisser un peu tout ça. Et puis, donc, avec une réglementation qui diffère en fonction de si on est sur de l'infrastructure ferroviaire ou plutôt sur le domaine de l'aéroport. Donc, avec une division en sous-zones, la ZP5A pour le domaine ferroviaire, la ZP5B pour le domaine aéroportuaire. Et en termes de réglementation, du coup, sur la ZP5A, c'était toujours la même diapositive, il y en a qu'une. Donc, on va venir supprimer les grands formats puisqu'on s'aligne sur du 8 mètres carrés maximum comme sur le reste du RLPI. Avec une interdistance qui reste encore à trancher, mais l'idée, ce serait quand même de fixer une distance minimale entre deux implantations de panneaux. Et puis sur l'aéroport, on va maintenir ce qui est prévu dans le Code de l'environnement. Donc, le Code de l'environnement permet de la publicité jusqu'à 50 mètres carrés. On conserve cette dérogation aux abords des axes qui desservent l'aéroport, mais par contre, on est sur du 8 mètres carrés quand on est sur les parkings. Donc, on conserve la dérogation, mais on est un peu plus spécifique, on restreint un petit peu plus que ce que prévoit le Code de l'environnement. Sur les enseignes, on ne l'a pas précisé ici, puisque le RLPI ne prévoit pas de règles supplémentaires pour les enseignes au sein de la ZP5. Donc, les enseignes de l'aéroport et des gares suivent les dispositions du Code de l'environnement. Alors, on a sauté au vu du temps la partie sur l'application, mais voilà, sachant que c'était des secteurs propres vraiment aux infrastructures de transport. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que je sais qu'il y a au moins deux questions, deux remarques qui veulent être posées, même trois. On va commencer avec Madame Vermillet qui a depuis tout à l'heure levé la main, puis ensuite nous passerons la parole à Madame Terna et par la suite à Monsieur Weber. Non, c'est pas grave, je l'avais levé tout à l'heure pour une première réaction. En tout cas, mon regard s'apaise quand je suis vos slides et je me dis que notre environnement va enfin changer
parce que ça fait quand même tous que des années on subit et on supporte ça, ces agressions visuelles, ces panneaux mal entretenus, c'est juste pas possible. Après, il ne restera plus qu'à entretenir les bas-côtés et les entretiens paysagers. Ça, ce sera sûrement une autre étape. En tout cas, ouais, moi, je me félicite vraiment de ce projet et de ce RLPI, parce que ça va être vraiment super. Donc, si je comprends bien, quand il va être voté, on va pouvoir prendre notre bâton de pèlerin et, par exemple, je prends la référence commerce, aller les voir, parce que sur Morangis, par exemple, en face de la petite placette face à l'église, on avait un projet on souhaitait présenter aux restaurants, bars et autres l'idée d'avoir un mobilier urbain commun avec peut-être une gamme de couleurs au niveau des parasols, enfin, vous voyez, des choses comme ça, un petit peu esthétiques. Et surtout, leur demander bien évidemment d'enlever tous les éléments parasites, et Dieu sait s'il y en a. C'est de briques et de broc, ça ressemble à rien. Et vous montriez tout à l'heure une image avec un bar tabac où on a effectivement la Française des Jeux, et puis le tabac, et puis le loto, puis le machin, etc. Donc, dès que ce sera voté, on sera en capacité donc d'aller toquer et de dire, ben voilà, chers amis, si vous pouviez enlever tout ça, c'est ça? Ça se passe comme ça? Alors oui, mais les commerçants auront 6 ans pour le faire. 6 ans? Ah mon Dieu! Mais c'est pas possible, ça! Vous confirmez cela, Sébastien et Élise? Oui, c'est pourquoi 6 ans? C'est réglementaire? Oui, c'est la loi qui a prévu 6 ans, parce que c'est des coûts. Mais bien sûr, le RLPI, il est aussi là pour que vous puissiez engager un dialogue avec les commerçants, de telle manière à aussi leur montrer que de toute façon, ils auront quand même un délai pour se mettre en conformité. Et donc, autant travailler directement avec vous, surtout si vous qualifiez l'espace public, afin que vraiment qu'il y ait un dialogue et une interaction entre l'action publique et le commerçant. Le commerçant, c'est aussi un cadre, vu le délai de 6 ans, qui est là aussi pour permettre à la collectivité d'établir de hiérarchiser ses enjeux et de commencer à lancer un certain nombre de dialogues avec les commerçants qui seront quand même soumis à un moment à l'obligation de se mettre en conformité. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. D'autres communes avaient un RLP où ils avaient commencé à le faire. Donc, ils nous ont dit que c'était à la fois beaucoup, parce qu'on a l'impression que 6 ans, c'est très loin, et en même temps, c'est des délais qui sont relativement courts pour un commerçant. Donc, vraiment, l'idée de ce RLPI, c'est qu'il vous donne aussi les moyens de pouvoir travailler avec les commerçants. D'accord, merci. Peut-être, Brigitte, en complément, parce que c'est un point important qui est soulevé dans cet échange. Au moment où le dispositif sera adopté par le Conseil territorial, tous les nouveaux dispositifs, s'appliquent de suite. Tous les nouveaux dispositifs, c'est-à-dire enseignes des commerçants inclus. D'accord. Tous les niveaux dispositifs devront se conformer à ce nouveau règlement. Par contre, pour ceux préexistants, effectivement, il va y avoir 2 situations. Soit vous êtes sur les enseignes commerçants, et donc là, comme ça vient d'être expliqué, il faut laisser un peu de temps, parce que ce sont des coûts. Ceux d'entre nous qui ont mis en place, qui ont travaillé sur le FISAC, qui travaillent avec les commerçants, savent à quel point ce sont des coûts difficiles, voire douloureux pour les commerçants. Donc, il faudra leur laisser le temps, et donc c'est pour ça que la loi a prévu 6 ans. C'est 2 ans pour les autres types d'affichage. Les publicitaires. Publicitaire, donc c'est beaucoup plus rapide. Oui, ça c'est bien, parce que c'est ce qui pollue à la limite le plus, enfin visuellement, c'est ce qui nous agresse le plus quand même. Tout à fait. Mais donc du coup, ce qui veut dire quand même que dans la plupart des situations, les choses évolueront assez rapidement. Que concernant plus spécifiquement les commerçants, tout nouveau dispositif, ce sera immédiat. Et pour les anciens, certains iront peut-être plus vite, progressivement. Les autres, peut-être, patienteront 6 ans. Et en tout cas, on a prévu de travailler à une forme de petit vade-mecum qui sera à la main des communes, des maires, pour pouvoir aussi échanger, dialoguer avec notamment les commerçants et les petites entreprises sur ces sujets-là, de manière, on va dire, pédagogique. Voilà. Oui, très bien. Parfait. Merci.
Alors, il y avait également Madame Bernard qui voulait intervenir, et ensuite nous avons aussi la parole à Monsieur Weber. Oui, alors j'étais intervenue, vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien, très bien. Pardon. Oui, j'étais intervenue, mais du coup, pour ne pas perdre ma question, c'était au moment de Villeneuve-le-Roi, là, du petit exercice. Là. Et à un moment, ça m'a interpellée. Élise a dit que les panneaux municipaux, entre guillemets, échappaient au RLPI. Alors, je me trompe peut-être, mais dans une certaine ville, on avait eu à négocier le contrat pour le mobilier urbain d'affichage. Et moi, dans mon souvenir, maintenant, je me trompe, maintenant ça a peut-être changé, et c'était deux co, pour ne pas le citer. Donc, on avait des sucettes, les fameuses sucettes de co. D'un côté, c'était de l'affichage municipal, de l'autre, c'était publicitaire. Là, dans le chat, la personne qui m'a répondu me dit bien que les panneaux, enfin, ce qui est élément d'information municipale, mais on me cite juste journal électronique, affichage administratif, ça je comprends bien, que ça ne rentre pas dans le RLPI, mais si c'est une sucette de co ou autre, comment ça se passe si les deux faces... Voilà. Alors juste, je pense peut-être pour clarifier, à mon avis, ça mérite un peu de clarification si je comprends bien votre question. Madame Bernard, ce qui avait été présenté tout à l'heure dans la balade urbaine virtuelle qu'a réalisé Sébastien avait montré un écran digital, hein, c'était pas un écran LED, techniquement parlant, hein, et ça, c'est ce qu'on appelle le journal électronique. Donc ça ne peut pas être support d'une publicité. Ensuite, juste à côté d'un bâtiment administratif, il me semble que c'était la mairie. Arrêtez-moi si je me trompe, Sébastien. C'est le marché. C'est le marché, pardon. On fait son marché à la mairie. Et à côté, il y avait donc une espèce un peu d'emplacement, mais vraiment réservé, avec un plexiglas, mais vraiment réservé à de l'affichage administratif, etc. Ça, c'est aussi une autre chose. Donc ça ne fait pas partie du règlement local de publicité. Ça n'est pas régi par le RLPI. Par contre, ce que l'on appelle les sucettes à double face, c'est-à-dire les sucettes donc avec un côté, par exemple, le plan de la ville ou des informations municipales, et de l'autre, là, vous pouvez avoir de la publicité. Et là, pour le coup, c'est régi par le RLPI. Voilà, donc c'était ma question, et donc effectivement, j'ai bien compris. Une même sucette, recto peut être municipal, verso publicitaire, et dans ce cas, la face publicitaire rentre bien dans le RLPI. Absolument. Exactement. Tout le dispositif, hein, d'ailleurs. Hein. Tout le dispositif, hein, parce que si, en termes de dimensionnement, effectivement, il n'est pas légal. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. Et en tout cas, c'est très intéressant. Vous m'avez perdu un moment avec les zones, les parce que là, c'était plus possible. Hein. Je pouvais plus. Et on vous a retrouvé? Je suis revenu. Oui, non, mais c'est je ne pouvais plus prendre de notes. Là, j'arrivais plus. Mais très bien. Plus tard, en plus, on va peut-être prendre la dernière question pour ensuite très rapidement évoquer l'extinction nocturne et conclure la réunion. Monsieur Weber. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis adjoint à Villejuif au logement, ce qui n'est pas notre sujet ce soir, et au développement économique, ce qui est davantage notre sujet. Je me félicite effectivement de tout ce travail qui a été fait. Ça va vraiment être tout à fait intéressant. Je suis aussi tombé de ma chaise comme Madame la maire de Morangis quand j'ai entendu qu'on en avait pour 6 ans, mais vous nous avez rassurés en nous disant que en fait on pouvait commencer dès maintenant à prendre notre bâton de pèlerin. J'avais juste une question, mais peut-être l'avez-vous abordée parce que je suis arrivé en retard. Est-ce que ça a été discuté avec la Chambre de commerce? C'est important pour nous, quand on va commencer à aborder le dur, de savoir si les représentants officiels, en quelque sorte, des commerçants ou de tous ceux qui ont besoin d'afficher, les acteurs économiques, il y a eu une discussion préalable avec la Chambre de commerce ou non, il n'y a pas eu de discussion? Alors, la Chambre de commerce et d'industrie, d'ailleurs les deux, puisqu'on est à cheval sur 2 départements, donc les 2 chambres de commerce et d'industrie et aussi les 2 chambres de métiers de l'artisanat ont été conviées à nos réunions. Par contre, elles ne nous ont pas délégué de référents, donc ils n'ont pas participé, même si nous on les a invités à ces éléments. Élément aussi à prendre en compte, c'est qu'une fois qu'on aura arrêté le projet, on consultera très officiellement ce qu'on appelle les personnes publiques et les chambres de commerce
commerce et les chambres de métiers en font partie. Et donc, elles auront 3 mois aussi pour nous donner un avis qui nous permettra aussi d'amender certaines dispositions en fonction de ce qu'elles justifieront dans leur avis. Mais elles n'ont pas participé à l'élaboration du RLPI, mais ce n'est pas faute de ne pas les avoir associées. Merci beaucoup de ces précisions. Merci. Donc, nous allons poursuivre la présentation. Donc, voilà, Elie, si tu peux un peu rappeler les dispositifs portant sur l'extinction nocturne des publicités pré-enseignes, enseignes, dispositifs publicitaires à enseigne, pardon, puisque le RLPI gère ça également. Oui, donc toutes les formes d'affichage sont soumises à extinction nocturne, qui est définie par le RLPI entre 23 h et 6 h du matin, à l'exception de l'affichage sur abribus. Donc là, on vient restreindre ce que prévoit le Code de l'environnement, puisque le Code de l'environnement définit cette plage horaire entre 1 h et 6 h du matin, avec du coup une dérogation, bien sûr, pour les activités qui restent en route pendant la nuit. Donc les activités nocturnes et les activités qui commencent tôt le matin peuvent éteindre leurs enseignes 1 heure après la fin de l'activité ou allumer l'enseigne 1 heure avant le début de l'activité. Et puis rester allumées, bien sûr, tant qu'elles sont en activité. Et donc voilà, le RLPI vient contraindre davantage cette plage horaire d'extinction nocturne pour des raisons à la fois de conservation de la biodiversité, donc limiter la pollution lumineuse, ce qui a aussi un impact d'ailleurs sur la santé humaine. Donc le fait de réglementer davantage l'extinction nocturne, ça participe à la qualité du cadre de vie, ça participe à la conservation de la biodiversité, et puis aussi au niveau climatique, on gagne en sobriété énergétique en faisant des je perds mes mots, des extinctions nocturnes, tout simplement. Oui, non, on réduit les consommations énergétiques, voilà. Pardon, je commence à être fatiguée. Il est 21h15 passé, je pense que c'est un peu la fatigue, donc nous allons maintenant conclure la réunion. Monsieur Bielescaz, donc peut-être un mot de conclusion. Et alors, juste rebondir parce que c'est parce qu'elle parlait de dispositifs nocturnes que Élise a senti tout d'un coup la fatigue arriver. Mais on a terminé sur une slide extrêmement importante aussi et qui pour le coup marque aussi l'ambition qui est celle du territoire et des 24 communes d'avancer sur ce sujet de sobriété énergétique, de préservation de la biodiversité. Tout en ayant évidemment là aussi des débats nécessaires probablement au sein de chacune de nos communes sur les enjeux de sécurisation sur les parcours de nuit. Ce sont des débats qu'on a habituellement. Mais en l'occurrence, on a voulu aller plus loin là-dessus que ce que propose la réglementation nationale. Qui est à 23 h quand qui est à 1 heure quand qui est à 1 heure quand nous proposons 23 h sur notre territoire et qui est à 6 heures quand on propose 7 heures. Donc on a voulu nous avoir une ambition plus marquée encore sur le sujet, mais avec une problématique à côté. Alors c'est là-dessus où je ne sais pas si on a eu la réponse technique sur le sujet, sur l'exception donnée au mobilier urbain, notamment des abribus. Un questionnement technique parce que évidemment la coupure de certains endroits pourrait entraîner celle des abribus et ça a été un des sujets que nous avons eu lors d'une des précédentes réunions d'échange. Je ne sais pas si on a eu la réponse technique sur ce sujet-là, j'aimerais juste qu'on l'éclaire justement. Alors, sur les abribus, c'est relié directement au réseau des cantélabres d'éclairage public. Donc, oui, c'est difficile de faire une dichotomie entre les deux. Par contre, les autres mobiliers ont leur propre timing, même si, bien sûr, ils sont reliés à un réseau d'électricité public, mais ils se connectent en fait dessus. Ils ne sont pas dépendants de l'éclairage urbain. De toute façon, on a aussi des lignes de bus de nuit. Donc, c'est vrai qu'il nous semblait de toute façon compliqué de considérer qu'on pouvait éteindre les abribus de nuit. Très bien. Voilà. Donc, a priori, l'ensemble des villes est plutôt d'accord avec cette proposition. OK.
Bien, donc effectivement, on arrive au terme de notre temps d'échange. Déjà, vous remercier d'avoir été présent et d'avoir tenu jusqu'au bout sur ce sujet qui est pas simple. Moi aussi, Madame Bernard, je vous rassure, et ça a beau être la 15e fois que je regarde ces documents et que je participe à des échanges dessus, je me perds encore dans les ZP et les différentes hauteurs, surfaces qui sont proposées dessus. Même si je dois reconnaître que les tableaux qui ont été présentés ont le mérite d'être particulièrement synthétiques et vous pourrez les retrouver notamment sur le site de Grand Orly CNBF, que ce soit dans la vidéo ou dans les présentations elles-mêmes qui, à un moment donné, ont vocation à trouver une traduction publique au-delà de notre temps d'échange de ce soir. Je voudrais quand même terminer en disant que bon, il y a eu un très très gros travail de fait, je le disais, depuis en réalité 2018, et je veux vraiment remercier Sébastien, notamment à Lanquetin, a pris pas mal la parole, et puis évidemment les cabinets qui nous ont accompagnés à travers les voix de Kivan et d'Élise. J'aimerais vraiment remercier les équipes qui ont travaillé dessus, parce que cela traduit cette technicité, ces zonages compliqués, ces hauteurs, ces mesures, cela traduit l'aboutissement d'une très très longue démarche d'échange avec les services des différentes villes, avec les différents acteurs concernés, pour aboutir à ce résultat-là, à cette réglementation qui va nous permettre, qui va permettre aux maires qui en ont le pouvoir de police toujours demain, de pouvoir mieux cadrer, de pouvoir mieux appréhender le travail autour de l'affichage publicitaire dans nos espaces publics. Donc vraiment les remercier, dire que la phase de concertation va se poursuivre encore une quinzaine de jours et que donc les personnes, y compris ce soir, peuvent continuer à alimenter la page du site internet pour envoyer le cas échéant leurs remarques, leurs questionnements, leurs contributions. On reste évidemment totalement en disponibilité et dans le dialogue dessus. Le 15 février prochain, le Conseil territorial de Grand Orly CNBF se prononcera sur ce règlement local de publicité intercommunale. Et donc, nous adopterons, si c'est le cas, le projet de RLPI qui aura terminé sa phase d'élaboration. Pour rentrer dans une seconde phase, comme l'a très rapidement évoqué Sébastien, qui est une phase de consultation des personnes publiques et des partenaires publics associés, que ce soit les communes, bien évidemment, que ce soit les acteurs, Alain Weber l'évoquait, comme la Chambre de commerce et d'industrie, ou encore bien d'autres qui auront, l'État notamment, à se prononcer sur ce règlement local de publicité intercommunale. Et puis, ce sera soumis à enquête publique, probablement juste avant l'été, au mois de juin prochain, pour on va dire un dernier round d'échanges un peu plus formels pour le coup, réglementaire, à la sortie duquel nous pourrons finaliser le règlement local, prendre en compte les remarques qui auront été faites pendant cette phase de consultation, avec l'adoption définitive, probablement à la rentrée, en septembre ou en octobre, de ce règlement local de publicité intercommunale qui nous permettra, pour reprendre son expression à Brigitte, de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller ici ou là, taper parfois avec ce bâton, et puis dialoguer avec les autres pour les 2 et 6 ans à venir. Voilà. Donc un grand merci à toutes et tous, et sauf à ce qu'il y ait évidemment d'autres remarques, je vous propose d'en arrêter là et de vous souhaiter une très bonne poursuite de soirée. Ben, merci beaucoup. Merci pour ce travail et c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à tous pour votre présence et très belle soirée à tous et encore un meilleur vœu. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour ce travail très professionnel que vous avez réalisé. Vraiment, je l'apprécie énormément. Merci, monsieur Lécuyer. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.